On est heureux de voir des gens de partout au pays. Bienvenue à tous. Étant dit que nous admettons les derniers participants, je vais débuter. Bienvenue. Je suis Michael Hodgett et ceux d'entre vous qui êtes avec nous, vous savez que je vais être le modérateur pour le forum d'aujourd'hui, comme les deux autres forums que nous avons eus. Je suis conseiller en gestion. Je travaille avec les arts en tant que stratège et modérateur. Et je suis un homme blanc, 6 pieds, cheveux gris. Je porte une chemise rose et un veston foncé. Derrière moi, vous allez voir un mur vert pâle avec un piano qu'on ne joue pas très souvent. Je vous joins de Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, et j'aimerais reconnaître le fait que je suis à Mi'kma'ki, un territoire traditionnel du peuple Mi'kmaq. Un petit rappel, nous enregistrons la session d'aujourd'hui, y compris le chat public. Si vous ne voulez pas être enregistré, éteignez votre caméra. Et maintenant, je vais passer la parole à Catherine Carlton. Bonjour, bon après-midi. Je suis Catherine Carlton. Je suis directrice exécutive d'Orchestre Canada. Aujourd'hui, je suis de Peterborough, l'endroit au bout des rapides sur le traité, traité du traité Williams des peuples autochtones. Comme moi, cette année, vous avez pensé à l'impact et l'histoire des pensionnats sur le territoire où on se trouve. À la fin de la session d'aujourd'hui, je vais partager un lien avec une carte interactive où vous pourrez identifier les pensionnats près de chez vous. Je suis une femme blanche avec les cheveux gris que j'ai attachés aujourd'hui. J'ai des lunettes bleues et il y a des livres derrière moi. Comme j'ai déjà dit auparavant, si vous avez participé à ces sessions, l'équipe d'Orchestre Canada suit l'explosion d'activités numériques des orchestres pendant la pandémie. En partie, c'est à cause qu'on adore la musique, mais c'est aussi parce que nous sommes des gens qui sont très intéressés par votre travail. Dans un sondage concernant les activités numériques des orchestres, nous avons mis quelques chiffres, mais c'était très clair qu'on en avait beaucoup plus à apprendre. Mes questions de recherche initiales, lorsque j'ai commencé à penser à tout ceci, c'était une question de capitalisation, mais j'ai compris rapidement qu'il y avait beaucoup d'autres choses à prendre en considération. Et ça, alors, on a demandé au Fonds stratégique du Conseil des arts de regarder l'impact des activités numériques des orchestres. On a reçu une réponse positive du Conseil du Canada. Dès le début, on pensait que ça allait être une collaboration avec les directeurs d'orchestre, les musiciens, la Fédération canadienne de musiciens et avec des partenaires au sein de l'association. Nous sommes tous reconnaissants envers les partenaires du comité directeur, y compris Bob Fraser de l'OMOSC, qui va vous adresser la parole plus tard aujourd'hui, Bernard Leblanc de la FCM, Giovanni Savoie du Conseil québécois de la musique, Tania Dirksen, Orchestre Canada et de l'Orchestre de Philadelphie, et Tim Crouch de Cellstream Canada, qui est aussi ou qui a été président de notre comité numérique à Orchestre Canada. Et aussi envers notre équipe de projet à The Arts Firm, Erica Beatty, Michael Hodgett, Michael Morial et Tim Crouch. Je salue également notre excellente équipe d'interprétation simultanée, Christiane Martel et Marek Redburn, un duo avec lequel nous avons eu le privilège de travailler pour la première fois depuis notre conférence à Montréal en 2012. La recherche documentaire, on a fait des entrevues approfondies et ça a mené à l'identification de 3 thèmes clés que nous voulions explorer et présenter au cours des 3 dernières semaines. On a parlé des publics, d'argent et de la fierté du travail. Le dernier des 3 forums. Alors, les sessions précédentes ont été enregistrées et seront sur notre site Web. Borat, je pense qu'il est en train de coller le lien dans le chat. Aujourd'hui, je suis bien heureuse de vous présenter nos invités aujourd'hui.
Andrew Bennett du Waterloo Symphony Orchestra, Robin Whiffen against the Grain Theatre, Bob Fraser, Daniel Bartholomew Poisser, Toronto Symphony Orchestra, et Bob Fraser, l'organisation de musiciens d'orchestre symphonique. Il est aussi membre de notre comité équité et Bob Fraser, comme j'ai dit, il est président de l'organisation des musiciens d'orchestre symphonique du Canada. Merci à tous nos panélistes. J'ai bien hâte d'avoir la discussion aujourd'hui. Maintenant, je vais passer la parole à ma collègue Lauren qui va vous expliquer quelques petites choses, quelques petits points de logistique. Alors, appréciez bien votre session. Bonjour à tous. Merci de votre présence. Je travaille avec Orchestre Canada. Je suis aussi du territoire des Anishinaabe, à Peterborough. Alors, quelques points de logistique. S'il vous plaît, veuillez garder votre vidéo audio en mode silencieux. Nous enregistrons. Il y aura une partie questions-réponses à la fin des présentations. Donc, posez vos questions dans le chat. Et nous sommes heureux d'avoir de l'interprétation simultanée en direct, en anglais et en français aujourd'hui. Il y aura des instructions dans le chat. Mais si vous regardez au bas de votre écran, vous allez voir qu'il y a un globe. Et c'est écrit interprétation. Vous pouvez choisir la langue française ou anglaise. Nous offrons aussi la possibilité de visionner les diaporamas en anglais ou en français. Donc, si vous allez au haut de votre écran, vous allez voir qu'il y a une barre où c'est écrit View Options, options de visionnement. Vous cliquez là-dessus. Vous pouvez choisir soit mon écran où c'est écrit anglais ou l'autre écran où c'est écrit diapositive en français. Et bien sûr, ces présentations vous ont été envoyées à l'avance. Si vous avez des problèmes, nous aurons un sous-titrage en anglais de rev.com. Vous pouvez aller au bas de votre écran avec le bouton où c'est écrit CC. Et encore une fois, nous enregistrons aujourd'hui et nous allons vous envoyer les enregistrements de toutes nos sessions et certaines ressources au cours des prochaines semaines. Sur ceci, je passe la parole à Michael Moriarty qui va nous parler du Forum sur la fierté au travail. Bonjour à tous et bienvenue. Merci de votre présence aujourd'hui. Je suis Michael Moriarty. Je suis de Arts Firm ici à Toronto, territoire traditionnel des Anishinaabe, des Chippewa et les Wendat. Je suis un homme blanc avec des lunettes. Je porte une chemise blanche et bleue aujourd'hui. On continue. Bon, aujourd'hui, on va vous parler des entrevues que nous avons faites dans ce projet. Et ensuite, on aura beaucoup de temps pour nos panélistes plus tard. Un petit rappel, c'est le dernier de 3 forums. Nous avons débuté avec le public. La semaine passée, on a parlé de finances. Et cette semaine, on parle de la fierté au travail. Ce sont les 3 éléments que nous avons identifiés comme étant indispensables pour réussir dans le numérique. On continue. Alors, il y a des points de données qui disent que 84 des orchestres ont essayé au moins une initiative numérique pendant la pandémie, mais il y a beaucoup d'inconnus. Donc, ici, sur la prochaine planche, on sait que les publics ont consommé du contenu numérique pendant la pandémie, mais ce ne sera pas nécessairement le cas après la pandémie. C'est ce qu'on a entendu. D'un point de vue financier, on sait que ces initiatives numériques ne vont pas s'autofinancer à l'avenir. Donc, afin que les initiatives numériques soient durables à long terme, on doit changer la façon dont on travaille. Et c'est ce qu'on entend dire lorsqu'on parle de fierté du travail. La gestion, les musiciens, ils sont très fiers du travail qui a été fait pendant la pandémie. Et aujourd'hui, on vous pose la question. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que la fierté au travail perdure? Donc, ces nouvelles façons de travailler, à quoi ça ressemble? Dans nos orchestres, dans nos entrevues, les orchestres nous ont parlé, nous ont dit que de trouver de nouvelles façons de se produire, de fonctionner était essentiel à leur survie pendant la pandémie. Les organisations qui ont réussi ont démontré une grande agilité pour changer les conditions, comme les mesures de santé qui changeaient, les opportunités de financement qui apparaissaient, ou les nouvelles plateformes en ligne où ils pouvaient s'impliquer. Alors, on va aller voir quelques points ici. Les musiciens, l'appui des musiciens, ça a favorisé la réussite du numérique. On va en parler plus longuement tantôt. Et ces succès ne seraient pas possibles sans les musiciens. On a vu tellement d'enthousiasme et de créativité de la part des
musiciens, nous savons que ça va être un élément clé à l'avenir. On sait que tout le monde à cet appel a dû apprendre de nouvelles compétences et de nouvelles plateformes et des outils numériques pendant la pandémie et de bien des façons, ça nous a aidé à nous développer dans le secteur. Comment est-ce qu'on s'assure que les apprentissages qu'on a faits au cours des 18 derniers mois continuent, même une fois que la pandémie est terminée? Leadership, having a music Finalement, le director, leadership, d'avoir un directeur et un directeur exécutif qui peuvent articuler une vision numérique et artistique, c'est essentiel. On a pris des exemples, on va vous montrer des exemples de ceci plus tard pendant la session. On continue. On est partenaires, collaboration avec des partenaires qui ne sont pas dans l'industrie des orchestres. On voit déjà ça dans bien les orchestres, mais on a vu tellement beaucoup de beaux exemples de ceci, y compris Against the Grain, et Robin va nous parler de ceci bientôt dans la programmation, dans le monde numérique. Nous savons que la programmation est un peu différente et on a beaucoup entendu parler de ceci lors de nos entrevues. Les organisations, on a appris beaucoup sur quel genre de contenu peut attirer les publics numériques, mais on va devoir continuer à explorer ceci à l'avenir. Et finalement, l'excellence artistique, c'est quelque chose qu'on dit qui nous est important, mais la question, c'est comment est-ce qu'on peut avoir cette excellence artistique, surtout dans un monde numérique? Alors, ça a eu un impact sur le moral. On a eu l'appui des musiciens, mais on leur a demandé de travailler de façon très différente. À l'avenir, on va continuer à se poser ces questions. Alors, à quoi est-ce que ça va ressembler? Et de trouver un modèle d'affaires qui fonctionne pour tous nos participants, ça va être essentiel à l'avenir également. Même si en parlant directement avec les musiciens, ça ne faisait pas nécessairement partie du travail qu'on a fait ici, on a entendu bon nombre de ces points de vue. Vous pouvez voir que certains d'entre eux, sur la prochaine acétate, dans le panel à droite, mais Bob va en parler sous peu. Next slide, please. On continue. Alors, parlons de thèmes majeurs. La collaboration, c'en est un grand ici, et je vais laisser Robin en parler sous peu parce que c'est un bon exemple dans Against the Grain. Alors, une grande qualité audio et vidéo, les publics ont de grandes attentes de nous et je pense que ça aussi, ça revient à l'excellence artistique. Et finalement, la capacité. On a toujours eu plus d'idées que de ressources dans les arts et d'avoir ce contenu numérique en plus des spectacles en salle, ça va demander beaucoup de discipline et de planification à l'avenir. Mais je pense que si on peut bien faire la chose, les apprentissages des 18 derniers mois, c'est vraiment le début de notre avenir dans le monde numérique. Et sur ceci, je vais passer la parole à mon autre collègue. Thanks for keeping me up on the slides here. Et merci d'avoir suivi avec la présentation. Merci beaucoup, Michael. Bon, on va parler tout de suite on va maintenant, chacun de nos conférenciers a 5 minutes et je vais passer la parole à Daniel. Daniel, je pense que votre micro n'est pas activé. Bon, je dois une bière à tout le monde. Je suis Daniel. Je suis un homme noir. Je porte un T-shirt noir devant un mur blanc. Lorsque j'ai entendu qu'on allait parler de la fierté du travail, j'ai pensé à l'inclusion. Donc, j'allais m'habiller complètement différent, mais alors, qui est fier? J'espère que c'est les orchestres, que les orchestres seront fiers d'eux-mêmes et la communauté sera fière d'elle-même, sera fière de l'orchestre. Donc, je vais présumer qu'il n'y a pas de budget pour les choses qu'on essaie de faire. On se fie à ce que nous avons en main, notre imagination, et je présume qu'il va y avoir qu'on aura un peu de budget pour faire les choses qu'on veut faire. Je ne vais pas vous poser des questions. Je ne vais pas parler de ce qu'on peut ou peut pas faire, mais je vais parler du côté artistique. Donc, si on présume qu'on sait que le public vient pour souper, on a de l'argent pour acheter les ingrédients pour le souper, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va cuisiner pour eux dont on va être fier? Une fois que le public est là, mais qu'est-ce qu'on fait? Soyons des artistes, c'est mon message. Alors, qu'est-ce qui arriverait si le numérique, c'est tout ce qui restait? Si c'était tout ce qu'on avait, si on n'avait plus de performance en direct, qu'est-ce qu'on ferait? Il n'y a pas de financement
qui vont compenser pour un manque d'imagination. Donc, j'ai quelques métriques dont je me suis servi pour déterminer si je suis fier de quelque chose. 1. Si on ferme la vidéo et qu'on fait seulement écouter, est-ce que je suis heureux? 2. Si on ferme l'audio et qu'on regarde, est-ce que je suis content? Et ensuite, on le regarde 2 fois de suite. Est-ce que je suis ensuite content? Puis est-ce que je veux partager? Si je veux partager, je dis, bon, bien, je suis assez fier de ce que j'ai fait. Donc, c'est une question de 3 éléments majeurs: l'histoire et l'émotion, penser différemment et la value du surplus. Alors, lorsqu'il est question des histoires, des émotions, on doit respecter le fait que le numérique, c'est une forme artistique toute nouvelle. Si on voyait seulement l'orchestre, on raconte des histoires de ce qu'on montre au public. Et si le chef d'orchestre a l'air fâché, mais ça peut déclencher des émotions au sein du public. S'il voit un musicien qui attend, on doit penser à qu'est-ce qu'on leur montre et comment on raconte notre histoire. J'ai regardé beaucoup de vidéos de chefs d'orchestre où on voit le début et on voit juste les doigts du trompettiste. Mais ce n'est pas l'histoire qu'on recherche. Alors, le numérique, c'est un concerto pour la caméra et l'orchestre. Comment est-ce qu'on peut raconter des histoires que les gens vont voir? Comment est-ce qu'on partage les émotions par le biais de l'écran? Et ensuite, il faut être des innovateurs et penser à l'intérieur de la boîte. Si on est la première année de 20 ans de changement, qu'est-ce qui est arrivé dans l'histoire de la musique entre 1810 et 1830? Egmont Symphony Fantastic. Brahms, comment est-ce qu'il a avancé le développement de la musique? Comment est-ce que ça nous force à reconsidérer le timbre? Comment est-ce qu'on repense aux harmonies? Alors, il faut penser à l'intérieur de la boîte. Et c'est quoi la boîte? C'est la boîte de créativité avec lesquelles on travaille à tous les jours. Les compositeurs qui ne sont jamais contents de répliquer, mais qui veulent toujours rechercher de l'innovation lorsqu'ils veulent exprimer des émotions par le biais des arts. Laissons-nous, en tant qu'artistes maintenant, faire la même chose avec l'imagination qu'on applique à notre contenu numérique. On est en compétition avec Netflix. Donc, on doit être artistique dans le contenu, mais aussi dans le contexte. Et finalement, la valeur surplus ou la valeur ajoutée. Lorsqu'on va à un concert, c'est jamais juste un concert. Un concert, c'est aussi le meet and greet, c'est un défilé de mode, il y a des choses qu'on a dans un concert qui c'est plus qu'un concert. L'une des choses que le numérique fait mieux que les concerts en direct, comment est-ce que le numérique est meilleur qu'un concert en direct? Il y a des facteurs qui sont meilleurs en tant que tels. Comment est-ce qu'on capitalise là-dessus? Comment est-ce qu'on tire profit de ceci? Comment est-ce qu'on maximise ces éléments? J'en pense à un, de représenter la communauté à elle-même. On va à un événement, on se voit sur la caméra de baiser, puis on se voit là représenter. On peut faire la même chose avec le numérique. On peut montrer le public. Ça, c'est un domaine de valeur ajoutée dans nos présentations numériques. Donc, l'histoire et l'émotion, de penser à l'intérieur de la boîte de la créativité et la valeur ajoutée. On est rendu à un moment où, oh, voici mon alarme. Nous sommes maintenant à un moment où, avec un compte TikTok, un ado sur TikTok peut en faire plus qu'un orchestre. On doit communiquer les histoires, on doit communiquer les émotions. Donc, ajoutons toutes sortes de valeurs. Il faut être aussi novateur que les compositeurs que nous adorons parce que l'argent ne peut pas compenser pour un manque d'imagination. Ce sont mes commentaires sur la fierté du travail. Thank you, Daniel. That's a great kickoff to our discussion today. Merci, And Daniel. now I'm going to hand it over. Très bon départ à la discussion aujourd'hui. Maintenant, je vais passer la parole à Robin Whiffen, directrice exécutive de Against the Grain. Robin. Bonjour tout le monde, je suis Robin Whiffen. Comme Michael mentionné, je suis directrice exécutive de Against the Drain. C'est une compagnie d'opéra basée à Toronto. Je suis de Toronto aujourd'hui, territoire du traité 13, alors les territoires traditionnels des Anishinaabe, les Hurons-Wendat et les Mississauga. Je suis une femme blanche avec des longs cheveux et je porte une blouse blanche devant. Je suis devant un article du New York Times. Bon, alors l'une des choses dont je voulais parler aujourd'hui, c'était la fierté du travail. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous au Théâtre Against the Grain?
Et je vais utiliser une étude de cas d'une production qu'on a faite, le Messiah Complex. C'est un partenariat avec le Toronto Symphony Orchestra et Against the Grain Theatre, où on a fait une nouvelle version du Messiah par le biais d'un outil numérique. Et c'était en décembre. Donc, on va vous parler de ça un petit peu. On continue. Donc, le Messiah Complex, c'était un projet complexe. On avait 12 solistes, 4 chœurs et un orchestre de 25 musiciens. Donc, on avait 25 musiciens de l'Orchestre symphonique de Toronto et environ 200 personnes ont participé à ce projet. Donc, c'était très grand pour nous en tant qu'une petite organisation. Et je voulais partager certaines des photos de la vidéo. Alors, ici, c'est Spencer Britton de la Colombie-Britannique. Et il chante en Colombie-Britannique. Alors, la pièce en tant que telle, on a réimaginé qu'est-ce que ça veut dire de faire Handel's Messiah dans le monde numérique et ça a élargi notre idée. Qu'est-ce qu'on pourrait accomplir avec cette pièce? Donc, on avait 7 traductions. On a enregistré dans 16 emplacements et on avait 10 équipes d'enregistrement partout au pays. Ici, vous voyez, Myriam Sumprano. On continue. Donc, ça a été une grande expérience pour nous en tant que troupe. On n'a jamais fait du contenu, un projet numérique auparavant. Donc, on avait très peu d'attentes. On ne savait pas à quoi s'attendre. Je vais partager les chiffres avec vous. On a eu plus de 138 000 visionnements sur YouTube. On avait des gens de 44 pays et on a élargi la durée de visionnement 3 fois. Il y avait beaucoup d'intérêt, c'était très intéressant. Ici, vous voyez une photo de Elliott Madore dans une arena à East York, je crois. Alors, qu'est-ce qu'on a appris? Et je sais que c'est une question qu'on se pose tous. Qu'est-ce qu'on a appris au cours des derniers 18 mois en tant qu'organisation lorsqu'on essayait de voir si le numérique a sa place? Au-delà de la pandémie, on continue. Vous allez voir que notre apprentissage, c'était que la collaboration et le travail centré sur les artistes, ça augmente la fierté du travail. Donc, pour nous, cette pièce, ça a été très différent. Et c'était une façon différente de travailler parce qu'on avait beaucoup de gens avec qui on travaillait partout au pays. Et ça voulait dire qu'on avait beaucoup d'opportunités de faire vivre les histoires d'artistes qui, traditionnellement, n'auraient pas été ici dans la ville avec nous en travaillant dans un style plus traditionnel. Donc, ça nous a donné une opportunité de partager ces histoires de façon à mettre l'artiste au cœur des histoires qu'il racontait. Alors, ça, c'est notre définition de la collaboration. Souvent, dans bien des disciplines, nous entendons cette idée d'adoption. Et qu'est-ce que ça veut dire lorsque les gens adoptent un projet ou adhèrent à un projet ou un processus? L'une des choses qu'on a entendues, c'est que lorsque les gens ont adhéré à ce processus, habituellement, ils sentent plus de fierté lorsque le résultat est positif. Donc, à mon avis, les arts ne sont pas différents. Et c'est pour ça que d'avoir des artistes au cœur de notre programmation, ça peut être tellement enrichissant. Et je sais que c'est une façon différente de travailler parce qu'on est habitué à travailler au sein d'organisations où il y a une structure, une hiérarchie. Il y a le directeur artistique ou le directeur musical et ensuite le gérant de la programmation et peut-être qu'on a des artistes invités qui vont déterminer la vision artistique pour tout un projet. Mais ce que je vous dirais, c'est qu'on a vu avec cette pièce en particulier que cette façon de travailler peut en fait donner des limites à la contribution des artistes. Et c'est lié intimement à leur fierté du travail. Ce que j'aimerais explorer maintenant, c'est comment est-ce qu'on peut amener plus d'artistes à la table et leur donner l'opportunité de se faire entendre lorsqu'on travaille sur des projets. Et je pense que c'est très excitant à envisager lorsqu'on pense à des partenariats collaboratifs avec d'autres organisations parce qu'en ce moment, on élargit
notre capacité de raconter des histoires très intéressantes et d'impliquer les artistes de façon significative en sortant de ce qu'on a fait traditionnellement dans notre programmation. Ce que j'aimerais vous dire en terminant, c'est que je crois que de permettre plus d'artistes à être impliqués dans la création de programmation artistique, ça augmente l'accessibilité de la musique classique en général parce que ça permet plus de représentation lorsqu'on raconte des histoires et dans la vision artistique que nous présentons dans notre programmation. Et un exemple de ceci, c'est lorsqu'on a vu le nombre de gens qui venaient voir le Messiah Complex, il y avait des grands groupes des provinces et des territoires différents. Et ils mettaient des notes sur leur ticket en disant « Oh, je suis tellement excitée de voir Julie, qui est une fille de ma province. » Donc, je crois que d'impliquer ces artistes dans le processus décisionnel afin qu'ils puissent raconter leur histoire de façon significative, ça augmente la fierté du travail, ça augmente notre capacité d'être accessible en tant qu'organisation. Et je pense que ça va ajouter à l'accessibilité en personne et du point de vue numérique également. Merci. Robin, merci beaucoup. Maintenant, Andrew Bennett, Kitchener-Waterloo Symphony Orchestra. Bonjour à tous, je suis Andrew de Kitchener. Je suis sur le territoire traditionnel des Anishinaabe et du peuple Anishinaabe. Et pour faire du pouce sur ce que Catherine a dit, si je veux dire une chose concernant les enjeux autochtones aujourd'hui, ce sera que je vais ajouter mon soutien à l'enquête qui malheureusement sera nécessaire. Je suis un homme blanc, j'ai les cheveux bruns et j'ai besoin d'une coupe de cheveux. Comme bien des gens au Canada, je porte des lunettes et dernièrement, vous pouvez voir mon bureau. Vous allez voir dans ma présentation que je vais débuter maintenant. Le KWS, je vais en parler du point de vue, oui, on a des aspirations, notre engagement, c'est envers notre région. Alors, voici des faits, mais ce sont les points de départ pour nous en tant qu'organisation. Ce sont les faits concernant l'organisation que vous devriez connaître. On continue. Alors, qu'est-ce qui était en notre faveur? Deux grandes choses. Contrairement à d'autres grands orchestres au Canada, notre directeur musical, Andrew Feher, est basé au Canada. On a été chanceux, ça n'a pas été planifié, mais ça a été très utile dans ce qu'on allait faire. Et aussi, j'aime dire que si on voulait, c'est tellement grand, notre concert, qu'on pourrait avoir la percussion à Brampton et on l'entendrait. C'est vraiment une scène énorme. Donc, on a pu avoir tout l'orchestre en même temps, en respectant les mesures de distanciation. Mais ce qu'on a découvert, c'est que quoi qu'on pouvait avoir tous nos musiciens sur la scène, on ne pouvait pas s'entendre d'un bout à l'autre de la scène. Et donc, en réalité, normalement, on travaillait avec 45 musiciens parce que ça semblait être la limite afin qu'on puisse s'entendre. Alors, voici les choses que nous avons fait, plus que bien les orchestres ont pu faire. Vous allez voir, certains c'était payant et d'autres c'était gratuit, mais je voulais seulement vous donner une idée de ce qu'on a fait. Ce dont j'aimerais vraiment parler, c'est sur la prochaine planche et c'est quelle était notre approche et quels ont été les enjeux. On a eu l'opportunité qui, de bien des façons, c'était comment monétiser les diffusions. Ça a très bien fonctionné, tellement bien en fait que nos revenus ont été 10 de plus que ce qu'on fait dans une année. Oui, ça a été si couronné de succès. On a aussi pu se servir de logiciels CRM pour continuer à rester en relation avec nos abonnés et on a pu travailler dans 3 tranches. Alors, c'était un peu expérientiel. Malheureusement, certaines des choses qu'on a essayées, ça ne fonctionnait pas à cause des restrictions. Vous savez, on avait
On avait des performances qui étaient cédulées au mois d'avril, mais on n'a pas pu les faire. Mais les défis, c'était qu'on n'avait pas beaucoup de reconnaissance de la marque à l'extérieur de notre région. La technologie dans notre salle, ce n'était pas aussi extraordinaire qu'on pensait que ce l'était lorsqu'on a essayé de s'en servir pour faire de la diffusion en direct. Mais ce qu'on a découvert que, on a été surpris de voir que de jouer dans un orchestre comme ceci, c'est très difficile. Je félicite l'orchestre parce qu'ils n'ont pas montré les difficultés, mais j'ai vu que c'était très difficile techniquement pour les musiciens. Et on devrait toujours se rappeler de ceci. Mais la bonne nouvelle, c'est que je pense que certains des musiciens ont dit, tu sais, je pense que ça va nous aider à nous améliorer lorsqu'on va revenir en salle. Donc, on continue. Alors, comme j'ai mentionné, certains de ces défis, je pense que l'autre chose, c'est qu'on n'avait pas d'expérience en diffusion. Donc, on apprenait en cours de chemin. Alors, vous voyez, il y avait des boîtes en plexiglas, là, et c'était très difficile. On continue. Il y avait des grands succès. Premièrement, on a gardé tout le monde en emploi. Ça, c'est notre réalisation principale. C'était très important pour nous en tant qu'organisation. On a aussi vu qu'on a pu rejoindre des communautés qui, autrement, ne pourraient pas venir à des performances en direct. Vous savez, des maisons pour aînés, etc. Mais je pense que le plus gros point, c'est la fierté. C'est quelque chose qui a été partagé. C'était de la fierté au sein de l'organisation, mais tous mes collègues qui travaillent dans la cueillette de fonds, ils ont dit que la fierté, c'était le mot qu'ils entendaient souvent. Le succès artistique, ça a été mentionné, mais le mot fierté, c'était un mot que tout le monde mentionnait. Et je pense que c'est très bien. Il y a eu des échecs nobles. L'un d'entre eux, c'était lorsqu'on avait un artiste invité, si leur machine de relations publiques n'était pas alignée avec la nôtre, mais la chance d'avoir une grande extension de notre public, c'était 0. On a aussi vu que lorsque la machine de relations publiques était alignée avec nous, les chances d'avoir plus de public, mais autrement dit, malheureusement, ça n'a pas fonctionné de travailler avec des artistes invités comme ça. Je pense qu'on pourrait mieux faire, mais c'était la réalité dans laquelle on se retrouvait. On a aussi travaillé, on a aussi fait presque toutes nos vidéos en format francophone également, et j'en suis très fière. On n'avait presque aucun public pour ceci, en dépit de nos efforts de marketing partout en Ontario. On a appris des choses. Notre orchestre a 52 personnes qui sont très critiques envers eux-mêmes. Et c'est bien, mais ils sont modestes et ils ont des aspirations extraordinaires. Mais on a aussi appris qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient si bons que ça. On a appris ceci parce qu'éventuellement, ils ont pu s'entendre en télédiffusion et ils ont dit « Mais c'était impressionnant le travail qu'ils ont fait, mais ils ne se trouvaient pas si bons que ça. » Alors ça, c'est une référence très positive, je crois, pour les musiciens dans un orchestre qui, habituellement, ne s'entendent pas jouer. On a aussi appris, et ça va avoir l'air un peu naïf, mais je vais le dire quand même, on a appris que notre orchestre n'est pas une juxtaposition d'un groupe de gens talentueux. C'est une communauté, pas à cause qu'ils jouent bien à côté d'un autre musicien, mais ils jouent ensemble. Et si on a manqué quelque chose, s'il y a quelque chose qui nous manque vraiment, c'est ce sens de communauté en tant que musicien. Je pense que cette pandémie, ça a vraiment accentué cette importance. Les questions que j'ai soulevées on va en parler pendant la conversation, mais je veux poser les questions avant de poursuivre. La première, c'est est-ce que notre public clé veut du contenu numérique? Si on peut leur offrir des performances en direct. Je pense qu'on n'a pas réponse à cette question. Daniel a fait un bon point, mais je pense que c'est pour des publics différents et on pourra en discuter. Et je crois que nous aimerions tous qu'un produit numérique amène le public vers les salles. Mais en ce moment, je ne pense pas qu'on a des preuves que c'est vrai. J'espère que j'ai tort. Ce serait extraordinaire, mais on ne le sait pas encore. Merci beaucoup, Michael. Well, thanks to all three of you. Merci à vous trois.
Ça a été très bien. Maintenant, ça va mener à la conversation que j'aimerais avoir maintenant. J'aimerais aussi, alors maintenant, on va commencer la discussion de groupe. Je veux aussi accueillir Bob Fraser. Bob est, vous le connaissez probablement, la plupart d'entre vous, mais Bob, You may see him switching hats very vous quickly. allez peut-être le voir changer de chapeau très rapidement. Alors, il est musicien avec le Victoria Symphony, il est président de Oxen et il est un membre du Conseil d'Orchestre Canada. Il est sur notre comité directeur également. Donc, Bob a des bons points de vue à amener à la discussion. Et je crois que la première question que j'aimerais poser au panel, c'est celle que Andrew, ou celle que, pardon, Daniel a soulevée concernant qu'est-ce que le numérique fait mieux qu'un concert en direct? Throw that out. Alors, c'est ma question. Do you want me to start? Vous voulez que je commence? You're first, Bob. Allez-y, Bob. Should get a chance to properly J'aimerais introduce myself. avoir l'opportunité de me présenter. I'm yet another white male. Oui, je suis un homme blanc avec des lunettes et je perds mes cheveux. On est beaucoup trop nombreux dans cette profession. Black hoodie, Je porte un chandail noir in front of a et je suis assis devant un piano. which, if you can guess what piece that is, you've got better Et- definition than I do. I'm on the traditional lands Je of suis the sur le territoire traditionnel the Songhees des and les Cohen, First Nations, les Sandys. Territory of islands and inlets. And in fact, the street that Et I'm en on, fait, la rue où je me trouve Mosen, is the place s'appelle Comosin dans leur langue. transformed. C'est l'endroit où les rivières se rencontrent. I was able to- J'ai the nice pu- thing about being in my position Ce qui est bien lorsque je suis dans ma position, c'est que j'ai pu demander beaucoup de réactions de mes collègues partout au pays et j'ai reçu de bons commentaires de 21 délégués que je représente et chacun de nos orchestres à Oxfam. C'est un groupe de 21 orchestres et c'est environ la moitié ou moins de la moitié du nombre de membres d'Orchestre Canada, mais ça représente les 1200 musiciens dans 21 groupes différents. Et chaque groupe est représenté par un délégué. Je pense que ce que les délégués m'ont dit, ce qu'ils appréciaient du numérique, mais il y avait deux choses. C'est que ça rejoint des gens à l'extérieur de leur région géographique, des gens qui sont difficiles à rejoindre, et c'est surtout vrai pour des orchestres qui servent des régions éloignées, comme la Symphonie de Winnipeg, qui dessert aussi le nord du Manitoba. Et ensuite, on a rejoint des gens qui ne peuvent pas venir en salle, soit à cause de la pandémie ou qui ont des problèmes de mobilité. Et plusieurs de mes collègues pensaient que c'était l'une des grandes récompenses de faire des petits projets de la maison lorsqu'on ne pouvait pas aller dans nos salles de concert et de rejoindre des gens dans des régions éloignées ou des gens en installations de soins de longue durée. Et on a pu interagir avec eux aussi. Donc, ce sont les choses que le numérique fait très bien. C'est cette expansion de notre public traditionnel. Et je vais m'arrêter ici. Shall I go next, Right. Michael? I I was think that- muted. Andrew, go right ahead. I think Andrew, there are allez-y. areas which are Je pense qu'il y a deux domaines successful. qui réussissent très bien. Le premier, c'est Connecting with d'entrer en relation avec les publics qui ont de la difficulté à aller dans des salles de spectacle. On a entendu ça souvent. Alors, les personnes aînées et les écoles. Les écoles ont dit merci, merci, merci pour le contenu vidéo. Par exemple, à KWS, au cours de la dernière année, non, le numérique, ce n'est pas comme une expérience en direct, mais on avait 2 fois plus d'élèves impliqués dans notre programme d'école que dans une année normale. Et ça, c'est une différence remarquable. Deuxièmement,
wrapping up On a the work des they had to gens send out. So that's, I think, dans des really installations de soins de longue durée qui adoraient le travail qu'on leur envoyait, le contenu qu'on leur envoyait. Je pense que c'est très important de rejoindre des communautés. Et l'autre chose, c'est peut-être que ce n'est pas si important que ça, mais le fait que nos musiciens ont pu montrer à leur famille partout dans le monde, des fois, j'ai dit mon exemple personnel. Pour moi, on a fait un concert. Ma sœur l'a regardé de l'Australie. Si on multiplie ça par tous les gens dans notre organisation qui ont eu cette expérience, c'est extraordinaire et les gens se sentent plus fiers de leur travail. Yeah, I think that's a terrific point. C'est un très bon point. Robin, pour vous, Against the Grain, qu'est-ce que le numérique fait de mieux que ce que vous faites normalement? Je pense que ça donne au public une autre opportunité de s'impliquer avec les arts. Et je dis ceci parce que l'une des choses que nous faisons différemment, c'est qu'on a, on fait des gros plans sur nos artistes et ça peut être plus nuancé parce que les caméras sont plus près des musiciens. Et je pense que c'est une expérience émotive différente parce que je ne crois pas que nous pouvons dire qu'on peut avoir le même sentiment que dans une salle de spectacle, mais comme Daniel a mentionné, nous sommes en concurrence avec Netflix et lorsque nos publics ne sont pas dans le théâtre, ils sont à la maison, ils regardent des choses à la télé. Et je crois que cette idée qu'on peut leur donner des opportunités artistiques ou un genre de musique qu'ils adorent, mais aussi leur donner du contenu vidéo, c'est un mariage très intéressant qui améliore notre façon. On passe au prochain niveau et c'est significatif. Et je pense qu'il y a eu beaucoup pour nous en particulier, on a eu beaucoup de bons commentaires. Yeah, Daniel, let's hear from you on this. Daniel? Your question. You're muted, by the way. Vous êtes en sourdine? Sorry, I have two mute things happening. Désolé, j'ai des problèmes techniques ici. Lorsqu'on a fait un concert, Thorgy Store, c'est de RuPaul Drag Race. Avant que Thorgy vienne sur la scène la première fois, on montre Thorgy sur l'écran en premier afin qu'il reconnaisse et interagisse avec elle. Donc, lorsque la vraie personne vient sur la scène, ben, tout le monde crie et on doit se mettre des bouchons dans les oreilles, littéralement. L'une des choses que ça fait, le numérique, c'est que ça crée des vedettes et on les amène plus près du public. De voir Jonathan Crow sur la scène, OK, c'est correct, mais ensuite, on dit, ah, Jonathan Crow qui est sur une affiche et ensuite sur l'écran, près, l'émotion, et ensuite, on le voit. Vous savez, ça crée une vedette et ensuite, on peut parler et avoir une entrevue et voir les réactions et voir comment les gens rient, etc. Donc, cette notion d'amener quelque chose qui n'est pas étranger, mais qui conceptuellement est extraordinaire, si on amène ça sur l'ordinateur des gens, c'est là où on bat Netflix parce que Stranger Things, vous savez, les vedettes, je ne veux pas les voir à Toronto aujourd'hui, ou même les gens dans les vedettes de Schitt's Creek, mais où on bat Netflix et on dit, voici nos vedettes, ils sont sur la scène, ils sont sur l'écran, mais maintenant, on vient vers vous. On est dans un petit groupe, on fait un quatuor. Donc, c'est notre avantage. I don't like watching, I would watch concerts later at night all the time. So it allows a freedom of access. Ça permet la liberté de l'accès de l'orchestre à tout temps. Et exactement comme Andrew a dit, partager avec vos amis, être en mesure de revenir en arrière sur certains moments. Il y a des fois que j'ai fait ça 10 fois parce que j'ai tellement adoré. On voit l'expression sur le visage de quelqu'un. On peut interagir avec la musique de façon différente. Une façon différente de regarder aussi. Je voulais souligner, il y a un contraire, si on veut, de ça. Je ne veux pas être trop dépressif ou déprimant, mais la façon que fonctionne l'Internet ou évoluer l'Internet et les médias sociaux en général, c'est que les artistes, on s'attend que les artistes soient des
des figures publiques, quoi. Il y a une certaine attente, même si c'est seulement un personnage qu'on présente au public. Et lorsqu'on parle par le passé, on parlait des fans d'un musicien en particulier ou des amateurs de musique, etc. Donc, et maintenant, ce sont des followers, des suivants, des abonnés, si on veut. Et j'espère que, j'espère que l'interprète qui m'écoute a trouvé. But not all of us are going to want to be that. I hate to say it, but some of us are naturally introverted and don't necessarily want to see that out there. So just putting that out as a caveat that there's going to be a certain number of us that will be able to step up and do this and will be happy to do that. But there will be a certain amount of us who might not. And again, I don't want to sound overly negative, but this is another thing that puts stress on people in my profession. And keep in mind that, and we have data of surveys of thousands of musicians, and it's been determined that we are three times more likely than the general population to suffer from anxiety and depression. And these kinds of things where we're living our lives out in the public spheres like that can have a downside. That having been said, there are always people who can and will be willing to do this. And the nice thing about le faire. Et ce qui est bien de l'orchestre symphonique, c'est que c'est un grand groupe de gens et il y a une diversité à l'intérieur de ce groupe de gens qui vont venir à la table. Je dis toujours ça aux gens de l'orchestre dans ces conférences, c'est que certains des musiciens veulent simplement se pointer, jouer et rentrer à la maison. Et on doit accepter que c'est parfois ce qui va se passer. Je vais lancer une question comme ça et je vais commencer avec vous, Andrew. Qu'est-ce que les orchestres peuvent faire pour appuyer ou épauler les musiciens si ces demandes sont différentes et plus exigeantes? Qu'est-ce que les orchestres pourraient faire pour aider? Je pense d'abord qu'il faut porter attention. C'est évident, mais d'être conscient des problèmes, les questions qu'on a mentionnées, ça doit être avant-plan. Et on ne peut pas s'attendre à tout faire, qu'importe c'est quoi leurs compétences. Je pense que Bob a absolument raison. J'irais même plus loin qu'il y a même dans bon nombre d'orchestres, il y a des gens qui vivent, adorent ce genre d'attention, cette opportunité. Ils l'adorent. Et c'est fantastique. Et c'est une joie de travailler avec ces gens-là dans cette capacité parce que ça leur donne notre sortie, si on veut, un exutoire de façon créative. Alors, c'est les deux revers d'une médaille, quoi. Et je pense que c'est de jouer avec les forces des gens. Donc, un exemple de mon expérience au cours de la dernière année. Et quelqu'un, on va savoir de qui on fait référence. Un des membres de l'orchestre qui ne fait pas nécessairement face au public. On lui a demandé d'écrire sa collection de disques et elle a fait une vidéo sur sa collection de disques. Qu'est-ce qui est important? C'était extrêmement personnel, profondément musical. Donc, si vous êtes créatif, vous pouvez travailler avec des joueurs dans un orchestre pour jouer dans leur zone de confort et leur force, parce que je crois, sincèrement, nous avons sous-estimé à quel point certains de nos artistes sont intéressants jusqu'à ce présent. Et au cours des 15 derniers mois, on a été forcés à le découvrir. Et je dirais que même les membres de l'orchestre ont appris des choses au sujet des autres parce qu'ils l'ignoraient. Mais ça, c'est nouveau. Oui, Daniel. Vous êtes sur mute. Vous êtes encore sur mute, Daniel. J'ai jamais utilisé Zoom avant, donc je suis désolé. Alors,
je dirais, la majorité des idées extraordinaires qui sont sorties de la pandémie, c'est du TSO, ça vient des musiciens. Donc, je suis d'accord avec Andrew que c'est permettre aux gens de faire des choses avec lesquelles ils sont confortables. Et c'est pas tout le monde qui doit être une vedette, quoi. Et ça a été absolument non, parce que vous avez des stars, des gens qui aiment être sur scène, mais qu'est-ce qu'il y en a des stars dans l'orchestre ou des écrivains? Ils font ça. Il y a des centaines de différentes façons qu'on peut engager le monde de l'orchestre. Et un des problèmes, c'est qu'on n'a pas vraiment préparé l'orchestre et il y a des musiciens qui veulent entrer, arriver, jouer et partir. Et des fois, on n'incorpore pas, on ne pense pas aux musiciens et leur compréhension de ce qui se passe. Alors, souvent, dans ces projets numériques, un des problèmes que j'ai découvert, c'est que les musiciens ne sont fiers de leur travail après qu'ils ont vu le projet complété. Et si quelque chose, on rentre, on s'assoit, on joue et on s'en va. Et dans 3 semaines, on va voir de quoi que ça a l'air. Je ne pense que 2 fois dans ma carrière où on s'est assis avec les musiciens. Un, c'était TSO, un concert Relax Concert qu'on appelle, et l'autre, c'était en Nouvelle-Écosse, où, imaginez, un vocaliste qui a parlé aux musiciens de leur dire c'était quoi le projet afin qu'ils puissent avoir une compréhension de c'était quoi le produit final. Et on ne traite pas les musiciens aussi bien qu'on pourrait le faire pour les aider à comprendre c'est quoi qui en est. C'est un très bon point. Robin, qu'est-ce qu'il y en a de vous? La façon que vous avez enregistré Messiah Complex, il y avait des gens qui étaient à distance de milliers de kilomètres et ils n'étaient même pas dans la même salle. Alors, comment les avez-vous engagés, si on veut, afin de rendre ça intéressant pour eux? Donc, quel processus avez-vous utilisé? Je crois que c'est quelque chose de très intéressant ce que Daniel a dit au sujet de comment intéresser faire participer des musiciens. C'est parce qu'on oublie, ce sont des artistes que nous embauchons. Ils ont quelque chose à dire artistiquement. Alors, peut-être pas tous les programmes avons l'opportunité de leur donner une plateforme pour partager une perspective, mais il y a une opportunité de le faire et c'est vraiment à quoi ressemble le processus de Messiah Complex. C'est que nous avons une conversation à l'interne et on a dit on voudrait faire le Messiah, le Messie, et avec une représentation de chaque province. Donc, à quoi ça ressemble et comment le réaliser. Et on s'est rendu compte qu'avec les restrictions, c'était impossible d'avoir un chef d'orchestre aller dans différentes provinces parce que ça aurait été extrêmement coûteux et épuisant. Donc, on avait 2 co-chefs d'orchestre qui étaient vraiment des facilitateurs, d'une façon magnifique pour chaque artiste dans chaque province de conter une histoire qui exprimait qui ils étaient comme personnes et qu'est-ce qui était significatif pour eux au sujet de leur province ou territoire. Donc, on avait l'artiste, donc 2 co-chefs d'artiste, chefs d'orchestre et 2 directeurs de photographie qui étaient cinématographes, si on veut. Et ces 4 personnes ont collaboré et ils ont créé des visions. À la vision, ils ont fait le storyboard et à la fin, le produit final n'était pas le produit d'une vision unique artistique, si on veut. C'était quelque chose de magnifique qui englobait ce que chaque artiste apportait à la table. Bien que c'était épuisant, ça s'est produit dans 16 instances différentes et c'est pour ça que chaque partie de ce projet, c'est si différent parce que ça exprime vraiment la création des gens qui travaillent sur chaque instant. Vous êtes sur mute, Michael? Et c'est moi aussi, je l'ai fait, j'étais sur mute. Bon. Je vais poser une question encore une fois. On va commencer avec Bob. Et c'est quelles sont les 2-3 choses en sortant des conditions de pandémie qui ont lié au numérique que les artistes peuvent conserver dans la façon qu'ils performent, qu'ils jouent? C'est une très bonne question. Je peux vous dire une chose qu'ils ne veulent pas conserver, c'est par rapport au COVID, désolé. Lorsque j'ai demandé à mes collègues c'était quoi l'aspect négatif de le numérique, la majorité des choses qu'ils ont dit, c'est que c'était lié au COVID, à la COVID. Les boîtes sont mises en plexiglas, les masques, la distance entre les gens et l'anxiété en général
d'aller travailler sans savoir si on était pour tomber malade ou contaminer quelqu'un. C'est que moi, ma crainte, c'était de rendre quelqu'un d'autre malade parce que je joue la trombone. Je dirais que mon instrument a été amélioré de emmerdant, certaines fois, dangereux, si on veut, pendant la pandémie. Les choses que mes collègues voudraient voir à l'avenir, c'est voulaient voir certaines choses continuer. Ils veulent vraiment voir soit une offre mixte ou des projets complètement numériques à l'avenir ou ils attendent vraiment de façon de voir ce serait quoi, parce que ça sent un engagement financier et de personnel et que ça serait tout un défi. Tout le monde le reconnaît. Ils cherchent, ils veulent être flexibles à atteindre le public, la façon d'atteindre le public. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Et je crois que eux aussi, comme Robin a dit, ils aimeraient obtenir un genre d'avenue pour être participants et contributeurs de façon qui va au-delà de simplement jouer des instruments. C'est toujours un chemin très difficile à suivre parce que les musiciens sont formés on est formés pour faire ce qu'on fait, bien que certains d'entre nous avons peut-être développé certains talents différents. Ça ne fait pas partie de la description de tâches, si on veut, et ça ne fait pas partie de la description de tâches de bon nombre de gens membre du personnel. Alors, nous espérons qu'alors que nous avançons, nous entrons dans le monde post-pandémie, que nous pouvons tous avoir un endroit où on peut apprendre, expérimenter ensemble. Je pense que bon nombre d'entre nous aimerions voir la technologie devenir moins intrusive. C'est quelque chose que j'ai vu qu'est-ce que vous pensez, que mes collègues ont dit, qu'est-ce que vous pensez vraiment? Pas vraiment, c'est pas parce qu'on n'avait pas d'auditoire, on a pu voir des gens avec des caméras vraiment dans ton visage. J'avais même un caméraman qui bloquait ma vue du chef d'orchestre, ce qui était fantastique. Je blague, Daniel, mais et lorsqu'il ne bloquait pas ma vision, je lui demandais, pourriez-vous vous déplacer juste un petit peu? Et un des endroits où on a performé ici à Victoria, malheureusement, c'était un peu trop tard pour nous, mais ils ont mis en place 7 caméras Zoom et déplacement permanent, si on veut, donc quelque chose qu'on pouvait déplacer. Et c'est une situation parfaite pour une performance mixte où on a un auditoire sur place, un public sur place, et on a l'aspect numérique aussi. Donc, on peut capturer, si on veut, différents angles très intéressants. Donc, ce genre de technologie, s'il y a un argument, si on veut, pour le financement d'infrastructures, ce serait une des choses qu'on devrait étudier parce que je pense vraiment que c'est la direction à prendre, qu'on n'a pas des gens qui crient sur des cases d'écoute entre eux au milieu d'une partie qui est plus douce dans la pièce. Et une autre chose que mes collègues ont mentionné, c'est qu'il nous faudrait un système de distribution centralisé, si on veut, pour toutes les magnifiques choses que font les orchestres, afin que si la symphonie de Saskatoon font un projet extraordinaire, disons, et ça pourrait se retrouver dans ce média national. Ça pourrait être par adhésion, ça peut être différentes formes, quoi. Plus, je pense, bon nombre d'orchestres apprécieraient avoir l'infrastructure pour le stockage média qui sera nécessaire parce qu'un orchestre peut prendre beaucoup de gigaoctets, beaucoup d'espace disque dur. Quelqu'un peut me demander quelle place à Victoria, donc Christchurch Cathedral à Victoria. Si vous allez, vous pouvez voir une vidéo explicative de la mise en place. Donc, ce ne sont que quelques commentaires de mes collègues, des choses qu'ils voudraient voir.
Avant de passer à la discussion panel, je voudrais ouvrir ça à vous quatre. Est-ce qu'il y a une question que vous voudrez poser aux autres dont on n'a pas parlé encore? Bon, je vais lancer à Robin. J'admire extraordinairement ce que vous avez fait, le travail que vous avez fait avec les solistes, les chanteurs. Je voudrais savoir que les membres de l'orchestre n'étaient pas dans le même processus. Vous avez raison. Et un peu de contexte irait très loin. Nous avons décidé que ce projet serait fait au mois d'août et les gens ont enregistré leurs pièces au mois de septembre. Donc, il y a très peu d'opportunités dès le début pour l'artiste d'être vraiment impliqué dans la conversation autour qu'est-ce qui serait le produit final. Et c'est vraiment un manquement de notre part dans ce genre de projet, parce que ça a été magnifique pour avoir cette opportunité pour eux, sans doute. Je pense que, alors qu'on continue de travailler de façon collaborative avec les musiciens, parce qu'on a l'habitude de travailler avec des chanteurs soloistes et parfois des ensembles, mais je pense, afin d'incorporer des musiciens d'orchestre, les mettre au centre du narratif, il faut faire un meilleur travail de les engager dès le début. Et merci de me l'avoir souligné, Andrew, parce que vous avez absolument raison. C'est quelque chose auquel nous réfléchissons. Et ce sera plus facile lorsqu'on travaille sur des pièces plus larges. Mais la question, c'est comment faire pour traduire ça dans un emplacement, si on veut, une façon de faire qui est pour des plus grands orchestres. Daniel? J'ai une question et un commentaire. Le contraire de la fierté, c'est la honte. Et souvent, on vit dans l'ombre des gens. Je n'ai pas grand-chose à dire à ce sujet. Pardon, mon téléphone. On demande souvent aux gens de jouer dans des situations de haute intensité, si on veut. Et maintenant, l'enregistrement, les entrevues, être star. Comment équipons? Est-ce qu'il faut équiper les musiciens pour ça ou est-ce qu'on présume simplement? Comment est-ce qu'on aide avec ça? Qu'est-ce que les gens ont fait pour aider les musiciens à s'adapter au changement de contexte? Bon, voyons, des commentaires du groupe et on va ouvrir ça par après aux gens qui se joignent à nous. Robin? Peut-être un peu provocateur, mais une des choses que j'ai remarqué dans la présentation de Michael Moreale, c'est cette notion d'excellence artistique. J'ai un problème avec ce terme parce que c'est la définition de qui qu'on essaie de respecter. Et qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Ce qui veut dire que lorsqu'on travaille avec des artistes qui ont différentes historiques musicales et de vie, et qu'est-ce que ça veut dire l'excellence artistique pour eux, contrairement à l'orchestre, etc. Et où est le juste milieu? Et est-ce qu'on devrait se débarrasser de ce terme excellence artistique dans le sens que c'est très eurocentrique comme idée, et c'est concentré spécifiquement une théorie musicale typique. Et je suis chanteuse, donc je n'ai pas toute la bonne terminologie, mais je crois que j'y pense souvent. Si on est si hyper concentré sur cette obsession d'atteindre cette excellence artistique, qu'est-ce qu'on laisse sur la table en termes de créativité artistique, etc.? C'est mon sentiment, ça. Je suis entièrement d'accord. Je ne pourrais pas être plus d'accord avec toi, Robin. En fait, je déteste ce terme. Je préfère mesurer le succès de quelque chose par la réussite de la communication, si on veut, que plutôt que « Ah, toutes les notes étaient parfaites ». Il y a tellement d'exemples. Et quelqu'un qui a beaucoup de différents goûts, si on veut, qui aime différents genres. J'écoute pas nécessairement le jazz ou le hip-hop ou
ou même d'autres types de ce qu'on appelle musique classique, qui est un terme terrible aussi, de la même façon, chaque fois. Donc, j'étais très heureux d'entendre de la part de bon nombre de mes collègues que c'était plus une question l'anxiété des protocoles de la COVID qui les dérangeait que les microphones. Mais c'est un problème. Lorsqu'il y a un enregistrement, il y a beaucoup de pression que tout soit parfait. Et il y a une vidéo donc, il y a une vidéo qui se fait voir souvent d'un de mes joueurs qui fait une fausse note pendant pendant une scène de Beethoven et on entend vraiment sacré, la personne sacrée. Et donc, c'est plus rapport à ça avec ce qu'on essaie de communiquer. C'est intéressant de dire parce que dans mon expérience, j'ai dit les pires critiques, c'est l'orchestre. J'admire ça. Vraiment, c'est un souhait de faire de son meilleur, d'excéder à l'excellence, si on veut. Mais oui, trop souvent, pour les bonnes raisons et la bonne motivation, ils nous disaient, je ne crois pas on devrait se présenter de telle façon. Je ne crois pas que ça nous présente bien. Et moi, je suis dans une position, je disais, je pense que c'est extraordinaire. C'est une performance excitante, c'est vivant. Les musiciens, ça a bien allé. Les musiciens disent non. Donc, je pense à la dynamique est intéressante. Et c'est pas la question de la gestion, le gestionnaire qui dit oh, faut que ça soit parfait. Souvent, c'est les musiciens qui sont derrière ça et je les admire. C'est une dynamique assez intéressante. Et c'est la diversité du groupe. Parfois, il va y avoir des gens dans le groupe qui ne sont jamais satisfaits avec leur performance et d'autres qui vont écouter et vont dire je ne sais pas de quoi tu parles, c'est fantastique ce que tu as fait. Et il y a quelqu'un qui a commenté, fait un commentaire, je vais interpréter, mais c'est vraiment la fierté et perfection semblent être interreliées et c'est peut-être pas le bon lien ou même un lien sain. Est-ce qu'il y a une façon de reconnaître que bien qu'on cherche les meilleurs standards, la perfection, si on n'est pas parfait, on n'a rien dit. Donc, lorsqu'on parle de perfectionnisme, on rentre dans le territoire de Brené Brown et deux choses, la normalisation et l'empathie. Donc, je vais aller en premier en dire qu'un des projets dont je suis le plus fier, c'est... Non, il y en a deux. Un, c'est le chant de Noël de Kitchener-Waterloo et l'autre, c'est Toronto Symphony Orchestra. Donc, le concert Halloween Movie. Donc, c'est film d'horreur, Halloween, etc. et musique. Moi, je pourrais passer à travers ça et vous montrer où j'ai fait des erreurs comme chef d'orchestre, des choses que j'ai pas aimées. L'orchestre, c'est fantastique. Et en termes du script et la prise de vue, il y avait des erreurs, c'est certain. Mais même avec les erreurs, l'imperfection, avec les choses que non, j'aurais pas dû faire ça, etc. Mais c'est une des choses dont je suis les plus fier. Alors, je suis heureux d'avoir un petit espace où je veux dire, c'est imparfait, mais j'en suis très fier quand même. Donc, je pense que c'est possible, mais c'est difficile parce que je veux que tout soit parfait. Et c'est pas que je suis parfait, mais je pense que ça change. Les discussions de ce genre commencent à changer la donne. Si on veut, on décolonise la façon qu'on perçoit l'art. C'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment, ça m'aide en tant que personne, comme musicien, de le percevoir, de penser à ça, de réfléchir à ça d'une façon différente. Mais il faut plus d'input, si on veut, des musiciens. Et je vais m'y lancer. Le numérique ne rend pas ça plus facile. Ça rend ça plus difficile parce que, Daniel, ce que vous venez de dire, on peut le faire 10 fois et le réécouter. Et c'est là que la sensibilité des gens est la plus élevée. Et je le respecte, ça. Donc, dans un monde où le stress est en hausse et est en hausse à cause de la pandémie, la santé mentale des gens a été secouée en tant que population. Et je crois que la question, qu'est-ce que les orchestres, si on veut, parce qu'on essaie de parler des orchestres spécifiquement
peuvent faire spécifiquement pour améliorer cela. Et on parle du numérique, parce que le numérique a ses propres stress. Alors, avez des commentaires sur des choses pratiques qui doivent se faire? Okay, I'll keep on going. I think Je vais y aller, quoi. La chose qui doit se passer, qui doit avoir lieu pour que cette question soit posée, est-ce que c'est systémique ou personnel? Est-ce que c'est une approche systémique de mettre un poster qui dit Ah, super travail avec tout le monde? Ou est-ce que nous devons tous être comme Jaeger, l'ami d'Algar, qui vient à côté de l'artiste, il dit Hey, tu as fait un très bon travail, c'est extraordinaire. C'était pas parfait, blablabla, mais qui l'encourage. Je ne veux pas être trop comme un pasteur ou preacher, mais je pense qu'on peut être on peut s'encourager dans des petites affaires et ces petits gestes ou l'interaction entre les musiciens et le chef d'orchestre. Il y a des musiciens qui ont quitté, et ils ont dit quelque chose qui avait un effet quand j'étais moins confiant. Et on peut monter la barre dans notre la normalisation des perfections et reconnaissance de oui, des instants de perfection, super. Côté personnel, on peut faire ça. Ma question, parce que je travaille à ce niveau, je ne sais pas ce qu'on devrait faire au niveau administratif de changer cette éthique, si on veut, mais on doit en parler parce que si on demande aux joueurs de faire ce genre de choses, et moi, je demande aux gens de faire des affaires complètement débiles, et si moi, je vous demande de faire quelque chose, est-ce que je peux aussi vous équiper pour être en mesure de faire ce que je demande de faire avec les musiciens? Souvent, c'est entrer, asseyez-vous, jouez, allez-vous-en, et on leur dit pas qu'est-ce qui se passe. Donc, comment outillons les gens pour faire ces choses qu'on leur demande de faire? Donc, c'est une question qu'on doit prendre très au sérieux. À un niveau plus élevé. Je vais avancer à un autre aspect très différent du numérique et la question qui est sortie de quelqu'un qui s'est joint à nous, c'est comment convaincre les planificateurs artistiques et autres à expérimenter et créer des projets concentrés sur l'artiste, donc sortir qui se concentre sur l'orchestre plutôt. Robin. Andrew, allez-y. C'est Jeopardy, il faut appuyer sur le bouton. J'allais dire, je crois que il y avait un webinaire que j'ai participé où quelqu'un parlait de changer la structure de travail dans notre organisation. On ne l'a pas dit au conseil qu'on était pour le faire parce qu'on savait qu'ils auraient des problèmes avec. Donc, on l'a fait et ils se sont habitués par après. Alors, je pense que le courage doit venir du leadership de l'organisation qui s'engage avec le tout de l'organisation pour effectuer le changement. Ça ne vient pas d'un dictat de qui que ce soit et c'est parce que c'est pas arrivé parce qu'on a réussi à réveiller les gens qui offrent le financement. Qu'on s'est tout rendu compte lorsqu'on a le processus de changement dramatique, on ne peut pas se tourner vers les donateurs, etc., pour trouver la solution pour nous. Ce n'est pas raisonnable et honnêtement, c'est une perte de temps. Alors, il faut travailler nous-mêmes dans nos secteurs et franchement, et regarder le travail d'entre nous. Même dans cette session, j'apprends des choses que je me dis, peut-être j'aurais pu faire ça différemment. La prochaine fois qu'on va faire des choses, on va le faire de façon différente. Et ce qui est génial des derniers 15 mois, j'ai appris beaucoup de choses et c'est d'utiliser cette connaissance, faire le traitement de données, si on veut, et amener la situation que, franchement, je peux penser à 100 choses que je voudrais faire de projets avec l'organisation dont je mène. Mais je vais peut-être en faire 5 si je suis vraiment chanceux à cause des différentes contraintes. Mais c'est de garder cette énergie positive à l'avenir en termes de faire des choses de façon différente et meilleure. Parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Si on ne peut pas tout faire en même temps, on ne peut pas le faire. Et la raison qu'on ne fait pas tout immédiatement, c'est parce qu'il y a des contraintes. Donc, passons à autre chose. Robin, vous étiez pour dire quelque chose. J'allais dire que il ne faut pas oublier qu'avec les grands risques viennent les grandes récompenses. Et on nous demande de faire beaucoup en termes de
désapprendre l'oppression institutionnalisée, si on veut, et devenir des citoyens mondiaux, si on veut, dans la façon, bon, c'est quoi notre façon d'embaucher, c'est qui sont les artistes que nous embauchons. Et je ne crois pas que si vous avez un projet concentré sur un artiste, que les sources de financement ne seraient pas intéressées parce que c'est aligné avec leurs priorités. Donc, le Conseil canadien du plan stratégique exprime vraiment ce qu'ils recherchent au cours des 4 prochaines années comme projet. Alors, je pense, si vous avez une idée, que ce soit centré sur l'artiste ou non, c'est pas pertinent parce que mettre l'artiste au centre de l'œuvre augmente votre impact artistique. Je pense que les groupes de financement vont comprendre. Donc, une autre question de nos amis qui sont joints à nous. Pourquoi les vidéos numériques ne sont pas en ligne à tout jamais? Robin, vous avez eu l'expérience de mettre ici en ligne et hors ligne, etc. En général, c'est à cause des permissions du syndicat. Donc, avec Missy, on a travaillé sous un contrat ACTRA, donc c'est film télévision. Nous avons 6 mois d'usage illimité et lorsqu'on a commencé, on ne pensait pas vraiment que ce serait la réussite que ça a été. Donc, on n'avait pas nécessairement l'intention de remettre en ligne, quoi. Donc, le gros morceau, si on veut, c'est que si cette œuvre avait été disponible plus longtemps que 6 mois, il y aurait eu des frais résiduels à payer à tous les artistes. Et ça va, parce que c'est... Mais ça n'avait pas été... Il faudrait que ça revienne une perspective de budget. Si on le met dans le budget qu'on doit payer des droits résiduels à chaque fois que la période se renouvelle, je crois que c'est simplement une question qui ça dépend de l'organisation et les ressources. Dans notre cas, ce n'était pas dans notre budget pour payer des droits résiduels lorsqu'on avait planifié ce projet et que le budget avait été approuvé. Une considération très importante de cette question, c'est à cause des considérations de droits d'auteur, nos offres numériques ne pourraient pas être aussi représentatives qu'ils pourraient l'être parce que les compositeurs vivants doivent vivre et c'est malheureux parce que on veut être aussi représentatif, si on veut, du spectre complet de musique le plus possible, en tout cas, et la diversité autant que possible. Et on ne veut pas simplement rejouer des Mozart et Beethoven, bien que c'est magnifique. C'est un point qui a été soulevé par un de mes collègues, que c'est un problème. Et chapeau, n'importe qui comme Robin fait, qui font un travail multidisciplinaire parce qu'avec les différentes disciplines, il y a multiples considérations de l'Union des artistes, si on veut, et d'autres. Donc, je dis simplement comme représentant des musiciens, toutes ces choses peuvent être négociées et nous avons des ententes nous avons une entente de médias intégrés pour le Canada qui donne à l'employeur beaucoup de flexibilité à ce qu'ils peuvent faire, à ce qui a trait à ce qu'ils peuvent faire avec le produit. Il y a beaucoup de gens qui vont t'aider de passer à travers aussi. Donc, si vous me trouvez, me contacter. Si je peux ajouter 2 choses. D'abord, je pense c'est un argument très positif sur la rareté et la rareté d'un produit qui est moteur derrière la monétisation. Donc, ne mettons pas ça de côté. Il y a un bien communautaire qui est très bien, mais la rareté, c'est aussi un très bon outil. Et je veux juste je partager depuis quelque chose des 15 derniers mois, je ne pourrais pas au CSM. Donc, j'ai
je ne peux pas exprimer à quel point ça aurait été très facile de se mettre derrière des barrières, des restrictions. L'inverse s'est produit dans mon expérience. Bob, vous et les gens chez CSM, vous avez travaillé des heures complètement débiles dans le service, avec l'objectif de notre bien commun. Merci beaucoup. Je vais passer à nos amis en ligne et poser la question suivante. À quoi ressemble l'avenir, pensez-vous, pour la publication en parallèle le numérique avec des présentations, des postations numériques en même temps qu'en présentiel? Donc, je commence avec Daniel. Mon idée initiale, c'est que je ne suis pas certain parce que je ne crois pas que, je pense que c'est Andrew qui a dit, je ne sais pas à quel point c'est durable. À être 100% numérique, ce ne serait pas durable. Mais ce que je crois, c'est que on espère qu'on verra des petits projets, des choses importantes que le numérique peut nous donner à côté du présentiel. C'est donc, on peut voir des gens de proches, des Zooms si on veut. Le numérique, ce n'est pas obligé d'être un concert de 60 minutes, ça peut être beaucoup plus. Et je pense, alors que les réalités de sortie de la pandémie vont commencer à nous se manifester et de construire le numérique, on va trouver des façons novatrices, imaginatives, selon l'orchestre, pour offrir des offres numériques qui sont significatives et solides. Mais je pense que ça sera différent, ça sera peut-être plus petit. Ouais. Et Robin, Against the Grain. Vous avez le complexe Messi et en arrière-plan maintenant, mais vers quoi vous vous dirigez maintenant? On est un peu différent de certains de nos collègues dans les d'opéra parce qu'on étudie une programmation numérique et on a fait l'annonce d'un deuxième film hier. On a beaucoup de films sur lesquels nous planifions travailler pour la prochaine saison, commençons au mois de septembre. Je crois que, comme ça a été dit aujourd'hui, je crois que nous allons revenir à un point où il y a des prestations en présentiel et numérique, mais quelque chose qui est très important pour nous, intéressant pour nous, c'est les données de qui est notre auditoire actuel. Donc, notre auditoire locale ici à Toronto, c'est des gens qui ont 65 ans et plus. Donc, il doit y avoir des considérations autour de à quel point ces gens sont prêts à revenir au théâtre, même post-COVID. Est-ce qu'ils se sentiront à l'aise pour revenir à une expérience présentielle? Et c'est l'auditoire local, mais 65% de notre auditoire ne vit pas à Toronto. Alors, pour nous, d'ignorer ce nombre important de gens qui... on a l'impression que c'est une perte énorme de les mettre de côté. Donc, c'est certain que nous allons revenir à des performances présentielles, si on veut, mais nous allons aussi continuer à conserver certaines de ces œuvres numériques, si on veut. Une partie de notre saison sera peut-être un hybride, pas simplement filmage des prestations. Il y a donc du travail numérique et du travail en personne présentielle. Moi, l'hybride me terrifie parce que l'organisation pour laquelle je travaille, bon nombre d'organisations partout au pays sont épuisées suite à ce qu'ils ont vu au cours des 15 derniers mois. Ils ont réalisé des choses magnifiques. Mais si vous m'auriez dit, et la saison prochaine, la saison d'après, on va faire des concerts présentiels, ils seront en numérique aussi. Je vais me cacher, moi. Je suis terrifié. C'est terrifiant pour l'organisation, c'est terrifiant pour les joueurs, pour les musiciens qui devront réaliser tout la première fois. Le concept même de livrer à tout le monde, c'est extraordinaire, mais la réalité est terrifiante. Je pense que la chose que nous allons peut-être trouver qui va fonctionner, c'est un ou l'autre. Daniel, vous avez exprimé de bien faire le numérique, de faire le numérique pour soi-même, faire un numérique qui est significatif comme un produit et non seulement
une deuxième façon, de voir un concert traditionnel. Donc, pour moi, dans ma tête, c'est un ou l'autre. Afin qu'on n'essaie pas de faire une version numérique d'un concert normal, si on veut, puis on s'attend que ça fonctionne. Et de façon similaire, on n'essaie pas de faire la version concert d'une expérience numérique. Il faut les traiter de façon séparée afin que ça devienne dans le total de ce qu'on fait par une année. Et ça ne fonctionne pas financièrement, ça ne fonctionnera pas en termes humains. C'est ce que je voulais dire. Merci, Andrew. Il va falloir finir parce que c'est une discussion extraordinaire. Je pense qu'on peut continuer. On pourrait continuer. Il y a des questions qui ont été posées qu'on n'a pas eu l'occasion de les poser à haute voix. Nous allons les partager avec les panélistes après. Donc, vous allez recevoir vos réponses, mais je veux vous remercier. C'est très, très intéressant et je pense qu'on a parlé de beaucoup de choses importantes qui font partie de la notion de la fierté du travail. Et je veux vous remercier pour vos contributions qui sont très précieuses. À vous quatre. Donc, avec ça, je repasse la parole à Catherine. Donc, afin que les gens sachent, j'ai découvert que Zoom m'a déplacé du microphone que je pensais que j'utilisais au microphone qui n'existe pas dans ma caméra. Alors, c'est peut-être je suis plus audible comme Daniel. Je ne connais pas Zoom du tout. Je ne l'ai pas utilisé beaucoup la dernière année, donc c'est un mystère pour moi comment ces choses arrivent. Alors, Michael, je vais simplement me joindre à vous, remercier nos panélistes aujourd'hui. Je pense qu'on a établi un nouveau standard dans votre volonté de dire des choses espérantes et tout. La perspective de la trombone qui sème la mort. Je ne sais pas, ce n'est pas comme on le voit. Merci pour ça. Je voulais encore merci pour avoir. Je veux remercier le Fonds du Conseil canadien, le comité directeur pour ce projet et toutes les personnes qui sont inscrites. On était ravis de la réponse de la communauté et ravis que vous en avez fait partie. Notez qu'il y a eu plus d'informations publiées. Nous allons publier l'enregistrement de ces sessions et des diapos PowerPoint, lorsque pertinent, sur le site web. Et je ne peux pas suffisamment dire à quel point c'est excitant de faire partie de ce projet et de savoir que la conversation ne fait que commencer. Ce sont des prises de vue, si on veut, des prises d'images polaroïdes, si on veut, d'un temps, une place. Et je crois que ce sont des sujets auxquels nous allons revenir dans les semaines et mois à venir, alors qu'on continue à déterminer qu'est-ce que cela signifie et dans la direction que prend ce travail. Donc, je veux remercier nos collègues à Arts Firm qui ont été, c'est extraordinaire de travailler avec eux pendant ce processus, ainsi que l'équipe d'interprétation simultanée et mes collègues Orchestre Canada qui ont mené le bal pour nous. Donc, avec tout ceci étant dit, je vous encourage de nous donner du feedback. Il y a un sondage à remplir, s'il vous plaît, et considérant comment donc, ça nous a aidé à prendre en considération comment nous allons avancer. Donc, merci beaucoup tout le monde et bon week-end et nous avons de vous revoir. Merci beaucoup.